Eh bien, je suis un Martiniquais. Je suis né à Fort-de-France. Alors, j'ai de la famille, alors d'une part, du côté maternel, une famille originaire du Marigot, une famille à 3 générations au-dessus. Elle est issue de croisements entre des colons békés et des esclaves. On trouve dans mon arbre généalogique de ce côté-là des Aciers de Pompignan et des Crassus de Médeuil qui ont enfanté avec des esclaves. Et de l'autre côté, j'ai des attaches moyen-orientales. Voilà, donc disons, je fais partie de ceux qui bénéficient d'un métissage important que j'assume. Hein, je pense que cela fait partie des richesses de notre Martinique, les différents types de métissage liés à notre histoire singulière. Oui, donc j'ai fait mes études au lycée Schellcher, mes études secondaires, et ensuite des études de médecine à la faculté de médecine de Bordeaux. J'ai fait un diplôme de médecine tropicale. Je me suis marié, eu 4 enfants pendant mes études. Et je suis rentré en Martinique en 1971. J'ai exercé la médecine pendant environ 19 ans. Et parallèlement, j'ai mené une activité de militant politique d'abord, qui avait commencé pendant mes études et que j'ai poursuivi en me présentant à des élections en 1973 et 1977 au Marigot, mais c'est des élections où je me suis lancé, disons, plus à titre militant qu'avec une véritable envie d'être élu, car je n'étais pas attiré par la fonction d'élu. Hein, j'avais plutôt tendance à militer pour mes idées, c'était des idées de gauche. Hein, je me considère comme un socialiste enraciné dans ce que le socialisme a eu de socialisme démocratique, hein, avec un peu de tendance libertaire. Voilà, disons, la base. Et j'ai rencontré d'abord dans mes réflexions, dans mes lectures, la pensée humaniste d'Aimé Césaire, ce qui fait que lorsqu'en 1978, Césaire a voulu me rencontrer, même depuis 1977, et en 1978 m'a demandé de faire participer à sa campagne électorale où il avait comme adversaire celui que j'avais combattu au Marigot en 73 et 1977, savoir Michel Renard, qui était une forte personnalité de la droite martiniquaise. À l'époque, on appelait le shérif. Césaire avait voulu savoir un petit peu quel était ce jeune médecin qui avait été assez fou pour s'attaquer à une personnalité de cette trempe. Et très vite, dans mes contacts avec Aimé Césaire, c'est noué une relation qui n'était pas seulement politique, qui était une relation intellectuelle. Césaire a découvert que j'avais beaucoup lu son œuvre, que j'étais un passionné de poésie et notamment de son œuvre poétique, ce qui fait que nous avons eu une relation très forte et c'est lui qui m'a convaincu d'abord de le rejoindre, ce que j'ai fait en 1978 en réalisant une fusion entre un petit parti que j'avais créé 2 ans avant, qui était le Parti socialiste martiniquais, c'était une sorte de PSU local, avec beaucoup d'intellectuels, des gens comme Jean-Claude William, Roland Suvelor, Joby Fanon et bien d'autres. Et nous avons apporté cet encadrement-là au PPM dans le cadre d'une fusion avec le parti d'Aimé Césaire. Et à partir de cette fusion de 1978, j'ai évolué au sein de ce parti progressiste. J'étais devenu un des lieutenants, on peut dire, d'Aimé Césaire. Il m'a, sans me demander mon avis, il m'a inscrit sur sa liste municipale en 1983.
mais auparavant m'avait demandé d'aller aux élections cantonales en 1979 au centre-ville, où j'ai mis en ballottage M. Élysée à l'époque. Je n'ai pas gagné, bien sûr, au deuxième tour, mais l'année d'après, en 1980, il y a eu la démission d'Arthur Régis au 4e canton de Fort-de-France, et là, Césaire m'a demandé de me présenter, d'essayer de garder ce canton, qui était un très gros canton, au PPM, qui avait 3 cantons sur les 4 que comptait Fort-de-France à l'époque. J'ai été élu pour la première fois en 1980. J'ai mis une semaine à accepter d'être candidat parce que je ne voulais pas compromettre ma carrière professionnelle d'une part, et puis j'avais toujours plutôt pensé être un militant et pas un élu. Et ensuite, vous savez, je suis entré dans cet engrenage, élu conseiller général, puis, comme je l'ai dit sur la liste d'Aimé Césaire en 1983, j'ai été 5e adjoint, puis 3e adjoint pendant 18 ans. Je suis resté avec Aimé Césaire d'ailleurs jusqu'à ce qu'il parte. En 2001, nous sommes partis ensemble de la municipalité de Fort-de-France, mais entre-temps, j'avais été élu en 88 premier vice-président du Conseil général en cohabitation avec le président Émile Maurice qui était RPR, suite à un vote qui s'était fait à une voix près. Il avait été réélu au bénéfice de l'âge, et puis à l'époque, le bureau étant homogène, je m'étais retrouvé à la tête d'un bureau entièrement à gauche avec un président de droite. Et ça s'est très bien passé pendant 4 ans et demi. Nous avons prouvé que des Martiniquais d'enracinement idéologique différents pouvaient travailler ensemble. C'était une expérience assez remarquable qui m'a beaucoup formé sur certains plans. Celui de la gestion des affaires de la Martinique en dépassant les clivages politiques. J'ai été élu président du Conseil général en 1992, mais entre-temps, toujours en 88, j'avais été élu député. Ensuite, j'ai perdu les élections législatives en 93, et j'ai été élu sénateur 2 ans après, en 95, et je le suis resté jusqu'en 2011. Et en 2011, j'ai à la fois perdu la présidence du Conseil général, j'avais été réélu constamment jusque-là, à une voix près, et je ne me suis pas représenté au 3e tour pour ne pas être élu au bénéfice de l'âge, face à une femme, qui était Madame Manin. Donc j'ai préféré me retirer au 2e tour, et j'ai perdu l'élection sénatoriale. Je n'ai pas été réélu cette même année. Mais je suis resté comme conseiller général de base. Je n'ai pas voulu démissionner parce que je n'étais plus président. Je suis resté pour aussi donner l'exemple à mes plus jeunes élus et camarades de parti qu'il fallait accepter de temps en temps de revenir à la base. Et en 2015, je pensais ne plus me présenter à des élections, mais il y a eu à mettre en place la nouvelle collectivité. J'avais participé bien sûr au congrès de 2008 et 2009 qui ont préparé une évolution institutionnelle qui était celle d'une évolution dans le cadre de l'article 74 de la Constitution, c'est-à-dire déjà un certain degré d'autonomie. Le peuple martiniquais n'a pas voté en ce sens au référendum de 2010, et le président de la République de l'époque, M. Sarkozy, a proposé qu'au lieu de continuer à disposer sur un petit territoire d'un département et d'une région, qu'on aille vers ce que demandait d'ailleurs la gauche depuis très longtemps, une collectivité unique. Donc, il a soumis cela à référendum local. Les Martiniquais ont accepté, donc en 2010, cette idée de collectivité unique. Il a fallu du temps pour que le Sénat d'abord et l'Assemblée nationale ensuite discutent d'une loi instituant
ce qui est devenu l'ACTM, la collectivité territoriale de Martinique. Et cette loi a été votée en 2011. En juillet 2011, malheureusement, comme je le dis souvent, ça a été une loi un peu bâclée, mal rédigée, qui a des espaces d'imprécision tels que l'expérience qui avait paru très porteuse d'espoir a beaucoup déçu. Énormément d'élus et surtout, je pense, de citoyens. Donc, sans regretter d'avoir tenté cette expérience, puisqu'en fait, l'idée avait été un large rassemblement où on retrouvait aussi bien des autonomistes, des indépendantistes, des non-autonomistes, des gens de droite modérés, de gauche également modérés. Donc un assez large éventail de sensibilités politiques. Sur ce plan, il n'y a pas eu de débat expliquant les difficultés de la CTM. Les difficultés de la CTM sont venues plutôt de problèmes de conception de l'organisation, de centralisme, un système même autocratique, disons-le, qui fait qu'on a été dans un fonctionnement non démocratique et relativement peu efficace du même coup. Voilà, donc au terme de cette expérience, j'ai estimé que l'âge se faisant quand même un petit peu sentir, j'ai atteint ma 80e année, j'ai estimé que je devais me retirer tout en soutenant des plus jeunes, et c'est ce que je m'efforce de faire à l'heure actuelle, essayer de faire passer l'expérience que j'ai pu accumuler, mais de l'extérieur. Donc je vais continuer, je pense jusqu'à mon dernier souffle, à servir ce pays, parce que depuis très jeune, vous l'aurez compris, mon engagement était un engagement pour servir, en partant de l'idée qu'il faut aller vers une société plus juste. Très jeune, j'ai été toujours très frappé par les injustices, les inégalités excessives, tout ce qui me semblait déshumaniser l'être humain. Et tout mon engagement politique notamment, a été guidé par cela. Alors vous savez, j'essaie d'aller très vite, donc je vous ai donné, je crois, l'essentiel. J'ai peut-être oublié de dire que dans ma jeunesse, j'ai été membre des jeunesses catholiques. J'ai fait mes premières expériences de militantisme, d'ailleurs, dans ce cadre-là. Et plus tard, étudiant, j'ai plutôt milité dans des formations d'étudiants comme l'AGEM, l'Association générale des étudiants martiniquais. J'ai fréquenté des mouvements gauchistes, comme on les appelait à l'époque. Je n'ai adhéré à l'époque à aucun parti, jusqu'à mon retour en Martinique, comme je vous l'ai dit, avec le Parti socialiste et puis ensuite la fusion avec le Parti progressiste. J'ai oublié de dire qu'en 2006, j'ai quitté le Parti progressiste à une époque où Césaire était déjà pratiquement un peu en dehors de la direction du parti. Il était à l'honorariat, il a été mis à l'honorariat au congrès de 2005, et je n'approuvais pas certaines tendances qui se faisaient jour à ce moment-là. Je n'approuvais pas non plus les choix qui avaient été faits lors du débat sur l'évolution institutionnelle. Et c'est tout cela qui m'a amené à me retirer avec beaucoup d'autres élus et militants. Dans un premier temps, je ne pensais pas d'ailleurs créer un parti politique, mais j'ai un petit peu écouté des appels venant soit de militants qui avaient quitté le Parti progressiste comme moi-même, soit de citoyens, citoyennes qui avaient envie de s'engager dans un parti nouveau. Et c'est ainsi que nous avons créé le Rassemblement démocratique pour la Martinique, le RDM, en 2006. Et ce parti qui est devenu une composante de la majorité
de la CTM en 2015 et qui aujourd'hui a fait alliance avec le parti PIA et quelques autres groupements, mouvements politiques et avec aussi un certain nombre de personnalités politiques. Voilà un peu un résumé de, mais vraiment, le parcours d'une vie, je pense, qui, sur le plan professionnel et sur le plan politique, est d'une vie assez active et qui est riche d'expérience et qui compte quand même pour quelqu'un qui n'avait pas du tout envisagé de faire carrière en politique, qui a quand même un parcours de 41 ans de responsabilité politique à différents niveaux, puisque j'ai été conseiller général, conseiller régional, adjoint au maire, 5e puis 3e adjoint au maire, député, sénateur et président depuis 2015 de l'Assemblée de Martinique. Je suis le premier étonné d'avoir tenu ce niveau de responsabilité pendant 41 ans, mais en même temps très fier d'avoir bénéficié dans toutes ces fonctions de la confiance des Martiniquaises et des Martiniquais, puisque je n'aurais pas pu faire ce long parcours sans cette confiance, la confiance d'un certain nombre de grands aînés, au premier rang desquels, évidemment, il y a Aimé Césaire, qui restera pour moi un guide, un modèle dans l'action politique, un penseur humaniste que j'ai trouvé conforme dans sa vie au quotidien à ce qu'il a eu l'occasion de développer dans ses ouvrages, dans ses écrits. Ce n'est pas toujours le cas. Et un humaniste qui, comme je le dis souvent, a cet humanisme enraciné qui me paraît l'humanisme vraiment porteur d'amélioration de la condition humaine, parce qu'il est facile d'être humaniste en aimant l'homme en général, beaucoup plus difficile de partir de l'homme réel. Et Césaire est quelqu'un qui part de l'homme réel tel qu'il est, notamment de l'homme de l'homme noir qui a vécu une condition particulière, puisqu'il dit que la négritude, c'est l'une des formes historiques de la condition faite à l'homme. Donc il part de cette expérience, mais pas pour s'enfermer dans un dolorisme ou un sentiment de revanche par rapport à ceux qui ont pu chercher à déshumaniser partie de l'humanité, mais au contraire, dans un mouvement de transcendance pour essayer d'aller, comme il a eu l'occasion de le dire, vers un achèvement de l'humanisation de l'humanité. C'est vraiment un humanisme qui va plus loin que l'humanisme des Lumières du XVIIIe siècle, des philosophes du XVIIIe siècle. Et je pense que c'est un homme qui, dans son œuvre et dans son œuvre poétique, dans laquelle il dit beaucoup plus que dans son œuvre en prose et dans ses écrits politiques, quand on sait décrypter sa poésie, et puis dans sa vie quotidienne, sa manière d'être au contact des êtres humains et des plus démunis, des plus simples. Je l'ai vu vivre au quotidien pendant de très longues années. Je peux dire que c'est pour moi un exemple accompli de l'homme qui réconcilie la pensée dans ce qu'elle peut avoir de plus élaboré et la vie au quotidien, au contact des êtres humains dans leur réalité. Voilà, je reste donc fidèle à cela, fidèle à mes racines socialistes, du socialisme démocratique, avec un petit élément libertaire, parce que je ne suis pas pour des systèmes étatiques trop contraignants. Je pense qu'il faut toujours beaucoup de contre-pouvoir au pouvoir. C'est la démocratie, on ne l'a qu'à ce prix-là. Bien oui, vous savez, moi j'avais rêvé arriver à rassembler beaucoup. C'est aussi une idée césarienne, le rassemblement.
Alors ça ne veut pas dire mettre tout le monde dans une espèce de melting pot qui n'aurait pas de consistance, de couleur, d'odeur, mais quand même rassembler tous ceux qui ont l'essentiel en commun. Et moi je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont des choses en commun qu'on ne croit. En réalité, nous avons un pays qui est trop dans la divisionnite. Je crois que c'est ça notre principal handicap, c'est que chacun veut être président d'un mouvement, d'une organisation, et on se divise comme ça à l'infini sur la moindre petite différence, la moindre petite dissension. Or, je pense, vous savez, ce que j'ai vécu avec le président Émile Maurice pendant 4 ans et demi, nous étions si différents au départ, et nous nous sommes entendus dans une gestion au quotidien pour le service de nos compatriotes. Je dis souvent que c'est parce que nous avions une idée de la Martinique, une idée de la politique, une idée du service à rendre à ses concitoyens. Et voilà, à partir de cette conception-là, nous pouvions arriver à travailler ensemble et même à développer une estime réciproque très forte. À la fin, nous étions devenus des amis, sans pour autant renier nos racines idéologiques différentes. Donc moi, je suis quelqu'un qui prône le rassemblement, vraiment, mais sur des bases claires, pas les rassemblements électoralistes à la veille d'élections. Et le rassemblement qu'on avait fait en 2015, je pensais que c'était un rassemblement porteur, effectivement, de mise en commun de choses essentielles, sans reniement sur les enracinements des uns et des autres. Mais c'est toujours difficile. Donc moi, je regrette qu'on ne soit pas arrivé pendant toutes ces années-là à un rassemblement porteur d'avenir. Je regrette aussi qu'on ne soit pas arrivé à concevoir l'évolution vers plus de responsabilité martiniquaise sans une diabolisation des uns et des autres, sans toujours une suspicion sur la volonté de certains de vouloir entraîner un largage du pays. Je pense qu'on n'est pas arrivé à avoir un discours, et peut-être que ceux qui prônaient l'évolution n'ont pas su faire passer leurs idées, ceux qui voulaient une évolution méthodique, progressive, pour que nous soyons davantage maîtres de nos affaires, sans pour autant nous séparer de l'ensemble dans lequel l'histoire a pu nous inscrire. Moi, l'un de mes rêves, c'est que nous arrivions un jour à réconcilier notre histoire et notre géographie, notre histoire qui nous a, dans une histoire douloureuse, bien sûr, pleine de convulsions, de souffrances, mais qui nous a inscrits dans l'Europe, qui, à côté de bien des choses négatives, est quand même un espace de démocratie et de développement, et puis notre réalité géographique dans laquelle nous sommes naturellement inscrits et dans laquelle nous avons trop longtemps été un isolat. La coopération a commencé il y a un certain nombre d'années, j'y ai contribué, aussi bien par certains textes législatifs que dans les actions en tant que président du Conseil général, mais il nous faut aller beaucoup plus loin et nous ouvrir aussi, pas seulement vouloir coopérer avec une conception un petit peu, je dirais, presque avec un complexe de supériorité parfois que nous avons parce que nous sommes plus développés que certains, mais avec une vraie ouverture pour échanger. Parce que moi je pense qu'on a toujours à gagner à l'échange. Donc là aussi, je pense que nous avons peut-être raté un certain nombre d'occasions en matière d'évolution institutionnelle. Il y a eu des rendez-vous ratés. Et puis, je regrette aussi que nous ne soyons pas arrivés à pacifier notre société de manière à ce qu'elle devienne davantage un véritable peuple, avec, bien entendu, des classes sociales différentes, des antagonismes, il est tout à fait normal qu'il y ait des contradictions
certains et d'autres, qu'il y ait des différences politiques, des différences philosophiques, idéologiques, religieuses, etc. Mais ça n'empêche pas de faire peuple. Là aussi, c'est l'idée d'un rassemblement d'un peuple dans sa diversité, parce que moi, je crois beaucoup que notre diversité est une richesse. Tous les apports culturels qui ici, ont forgé quelque chose de neuf. Moi, le concept de créolité, quand je le conçois, comme me semble-t-il, ces promoteurs l'ont conçu, c'est-à-dire la rencontre de cultures qui, dans une sorte de réaction chimique, ne crée pas une addition, mais crée une réaction chimique qui donne autre chose et souvent quelque chose d'imprévisible. La même rencontre ici ou ailleurs ne donne pas la même chose. Il y a toujours quelque chose d'original qui sort de ces rencontres. Mais ça, c'est une richesse. Moi, je pense que nous sommes un peuple plein d'atouts. Et ce que je regrette que nous ne soyons toujours pas arrivés à réussir, c'est à nous positionner à l'interface de l'Europe dans laquelle l'histoire, je l'ai dit tout à l'heure, nous a inscrites, et puis notre géographie naturelle, à l'interface entre l'Europe et la Caraïbe, être des transmetteurs de savoir-faire, de technologie que nous pourrions de plus en plus maîtriser, surtout maintenant avec tout ce qui dépend essentiellement de l'intelligence. Aujourd'hui, l'insularité, l'étroitesse du territoire, l'éloignement de ce qu'on appelait une métropole, tout ça n'a plus de sens avec les TIC, les réseaux. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire en télégestion, regardez ce qu'on peut faire aujourd'hui à partir de notre CHU en télémédecine, dans beaucoup de domaines, nous pouvons aller exporter des technologies que nous maîtrisons, nous pouvons aller assurer de la maintenance de technologies que nous aurons exportées. Il y a énormément à faire en dehors de ce que nous savons déjà faire, que nous devons encore améliorer, comme le tourisme, bien sûr, qui fait partie de nos atouts, mais un tourisme aussi diversifié. Moi, je rêve beaucoup d'un tourisme dans lequel nous devrions nous spécialiser, qui est le tourisme du 3e, voire du 4e âge, le tourisme d'avenir. Il y a des millions de Chinois âgés, fortunés, qui cherchent des lieux comme notre île pour venir faire des séjours. Nous pourrions être à la fois une terre d'excellence pour nos propres personnes âgées, puisque on dit que nous serons bientôt un des départements de France les plus vieux, comportant le plus de personnes de 65 ans et plus, d'accord? Ça paraît un handicap, mais en même temps, ça peut être un atout, devenir un lieu d'excellence pour la prise en charge des personnes du 3e et du 4e âge, donc tourisme du 3e, 4e âge, un développement de tout ce qui concourt au bien-être du grand âge, et ce qui va être créateur d'emplois, et qui va peut-être même faire revenir des jeunes dans les emplois de tout niveau, gérontologues, ergothérapeutes spécialisés dans l'ergothérapie pour les personnes âgées, kinésithérapeutes spécialisés, personnes âgées, faire du maintien à domicile, développer le maintien à domicile, c'est faire travailler le BTP local, c'est développer des services à la personne à domicile, etc. Il y a tout un développement économique qui peut se faire dans ce domaine-là. Enfin, nous avons des tas d'atouts, des tas de possibilités. Et je rencontre des jeunes Martiniquais dans toutes sortes de disciplines qui sont capables de venir et d'apporter leur savoir, mais qui peuvent aussi rayonner à l'extérieur. Nous avons cette possibilité-là, car je ne pense pas qu'il faille forcément concevoir uniquement le retour
de tous au pays. Il faut aussi que nous exportions, avec du savoir-faire, des hommes et des femmes capables d'aller rayonner, apporter aussi, on peut dire, la culture martiniquaise et le savoir-faire martiniquais. Donc, voilà, donc dans les regrets, c'est le fait qu'on ne soit pas encore arrivé à faire tout cela alors que nous aurions pu. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps en querelles quelquefois inutiles, en recherche peut-être trop comment dirais-je, trop longue, de qui sommes-nous, est-ce que vraiment nous avons une identité, quelle est-elle, etc. Des questions extrêmement importantes, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à un moment donné pour essayer de cultiver le passé et se poser des questions qui sont fondamentales. Il faut cultiver le passé, il faut se poser des questions fondamentales, mais en continuant d'avancer. C'est ça qui est très important. Il ne faut pas marquer de temps d'arrêt. Tout doit se faire en même temps, et je pense que nous avons eu des périodes un petit peu de stagnation, et que le monde qui va aujourd'hui très vite ne peut pas nous permettre de trop attendre. Donc il faut aujourd'hui qu'il y ait une dynamique très forte pour construire un avenir qui est possible. Enfin, je suis quelquefois un peu pessimiste sur le court terme, mais très optimiste sur le long terme. Alors moi je vous dirais que tant que j'aurai un souffle de vie, je pense que je serai un homme d'engagement. Je vais continuer à suivre bien sûr la vie politique. J'ai un parti politique, donc je vais continuer à essayer d'apporter ma contribution à la formation des femmes et des hommes qui veulent bien continuer à militer dans ce parti. En même temps, je ferai tout pour essayer de favoriser des regroupements de familles politiques qui ont des choses essentielles, parce que, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on aille de plus en plus vers du rassemblement. Et puis, je vais évidemment essayer de servir autrement, puisque j'aurai moins de tâches de nature politicienne et en matière de gestion. Le temps que je consacre aujourd'hui à la gestion politique, aux questions de politique proprement dite, je vais le passer dans l'action associative. J'ai déjà des propositions dans ce sens-là, m'occuper de santé, retrouver un petit peu ma profession. Ça a été un grand déchirement pour moi à un moment donné d'arrêter mes activités médicales. Mais bien entendu, il n'est pas question d'exercice médical, mais de m'inscrire dans un certain nombre d'institutions, d'associations où je peux apporter un certain nombre d'éléments aussi de connaissances et puis surtout une force d'engagement, un certain nombre de convictions fortes dans le domaine social. Voilà, donc je vais m'efforcer, je vous dis, jusqu'à mon dernier souffle d'être actif, et peut-être que j'aurai cet avantage de pouvoir, avec le recul, pouvoir davantage tirer vraiment expérience de tout ce que j'ai pu accumuler dans ces années-là, parce que l'expérience, c'est pas seulement la somme de ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on peut tirer de ce qu'on a vécu, avec ma passion de la lecture, je vais certainement pouvoir un petit peu peut-être écrire également. Et puis, je n'en ai pas parlé, mais je suis un grand amateur de musique. J'ai joué quand j'étais beaucoup plus jeune, pendant pas mal d'années, pendant au moins une trentaine d'années, j'ai fait du violon. Je lis la musique assez couramment.
et par conséquent, j'ai très envie de reprendre avec quelques vieux amis, quelques activités dans ce domaine-là. Donc, je pense que dans le temps qui me reste et qui forcément va aller en se réduisant de plus en plus, il faudra que j'essaye d'utiliser au mieux chaque instant et je pense que je ne vais pas m'ennuyer. Ben moi, je suis tout à fait pour. Enfin, tout ce que je vous ai dit, je pense, vous fait comprendre que cette idée de vivre ensemble dans cette Martinique, dans la diversité des composantes, est une richesse. Mais et une richesse pour nous, pour que nous fassions peuple, dans lequel chaque composante doit pouvoir effectivement trouver son épanouissement. C'est ce qui est important. Bon, il nous faut trouver, bien sûr, à faire en sorte que cette société soit moins inégalitaire, qu'il y ait plus de justice, que chacun puisse avoir toutes ses chances d'évolution. Il faut une égalité des chances à toutes les étapes de la vie. Mais ça, c'est ma fibre socialiste. Hein. Bon, donc je suis pour cela. Mais le vivre ensemble, tout le monde doit se retrouver et chacun doit avoir la volonté à la fois de rechercher son propre épanouissement, mais en comprenant qu'on ne peut pas trouver l'épanouissement personnel si on est entouré de gens qui ne trouvent pas leur épanouissement. Mon épanouissement, il dépend aussi de l'épanouissement des autres. Et les autres, eh ben c'est ceux qui vous permettent d'être plus que ce que vous êtes. C'est toujours un enrichissement. Et donc, être aussi... Hein, donc, il y a notre identité, donc c'est tout ce qui nous donne un caractère propre. Hein, c'est ce qui nous motive, hein, c'est ce qui nous valorise. Mais c'est ce que les autres recherchent aussi. Ceux que nous irons voir ailleurs, ils ont besoin d'avoir ce qui nous caractérise. Hein. Et nous avons besoin aussi de les découvrir dans leurs identités, dans leur culture propre. C'est ça l'échange. Et en échangeant, je le répète, on s'enrichit. Hein. Je suis donc pour à la fois cet approfondissement qui nous concerne, mais qui ne doit jamais être un enfermement, mais toujours au contraire une ouverture, hein, sur l'extérieur. Vous voyez, quand j'ai inauguré l'Atrium, hein, j'étais justement 2 jours avant avec Aimé Césaire, je l'avais emmené voir les travaux qui étaient presque terminés, et on cherchait un nom. On ne trouvait pas de nom, on cherchait un nom. Et Césaire, en entrant, il regarde vous savez, ce grand hall d'entrée, et il me dit, quel bel atrium. Je dis, monsieur le maire, tu viens de me donner une idée. Si on appelait le tout atrium, parce que chez les Romains, l'atrium, c'était le lieu où on recevait l'étranger, donc c'est l'idée d'ouverture, mais c'était là où il y avait l'autel des ancêtres, c'est l'idée d'enracinement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a décidé d'appeler l'édifice l'atrium. Certains nous l'ont reproché, dit qu'on était allé chercher un nom latin, mais voilà la raison, et moi ça ne me gêne pas du tout, ça pourrait être un nom de n'importe où. Ce qui compte, c'est le contenu, c'est jamais simplement le contenant. Hein. Donc c'est cette idée d'ouverture, mais en même temps, l'ouverture en ayant la conscience qu'on a des racines, et pas une racine unique, mais des racines multiples, hein, qui nous donnent une sève particulièrement riche. Non, moi, vraiment, vous m'avez fait un exercice improvisé, hein, qui est peut-être un peu décousu, parce que je n'ai absolument pas préparé cette interview. Mais bon, ben, vous m'avez fait faire un retour sur moi, et c'est toujours quelque chose hein, qui remue un peu en même temps qu'on cherche à faire comprendre ce qui on est, ce qu'on pense.
on a tellement de choses à dire qu'on sent on réduit, en fait. C'est toujours un peu réducteur, mais j'ai essayé d'être sincère. Et voilà, merci de m'avoir donné